En 1943, un médecin militaire allemand nommé Heinrich Vogt a découvert que les soldats blessés nourris avec de la soupe aux orties dans les hôpitaux de campagne guérissaient leurs fractures osseuses 40% plus vite que ceux qui recevaient les rations standards. Des analyses de laboratoire à l'université de Munich ont révélé pourquoi la plante poussant comme une mauvaise herbe dans les jardins bombardés contenait 380% de calcium en plus que ce que les chaînes d'approvisionnement en lait ne pouvaient fournir. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment récolter et préparer ce super aliment oublié afin de ne plus jamais payer pour des suppléments de calcium. Bienvenue dans Secret Beneath Nature. Abonnez-vous. Si vous avez toujours voulu comprendre pourquoi les plantes les plus nutritives se cachent à la vue de tous, vous êtes au bon endroit. Entrez dans n'importe quelle pharmacie aujourd'hui. Le rayon des suppléments affiche des comprimés de calcium dont le prix varie de 15 à 30 $ la bouteille. Caltrate, Citracal, Naturemade. Ces entreprises dépensent des millions pour convaincre les consommateurs que les formulations de laboratoire offrent une meilleure santé osseuse. Les acheteurs remplissent leurs chariots en croyant que les pilules transformées surpassent tout ce qui pousse dans leur jardin. Ils ne se demandent jamais si les soldats soignant des os brisés dans des hôpitaux de campagne boueux ont découvert quelque chose de mieux il y a 80 ans. L'ortie dioïque pousse sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. La plante atteint 4 pieds de haut dans un sol fertile et se propage grâce à des rhizomes souterrains qui survivent au gel hivernal. La plupart des gens la reconnaissent à travers la douleur de l'enfance. Une cheville frôlée dans les hautes herbes ou une poignée attrapée en jouant dans des terrains vagues. La sensation de brûlure qui suit le contact peut durer des heures et crée des souvenirs qui persistent pendant des décennies. Le mécanisme de piqûre fonctionne grâce à des poils creux microscopiques recouvrant chaque feuille et chaque tige. Ces structures, appelées trichomes, fonctionnent comme des aiguilles hypodermiques. Lorsque la peau entre en contact avec la plante, les pointes des poils se cassent et injectent un mélange chimique directement dans les tissus. L'histamine déclenche une inflammation immédiate. L'acétylcholine amplifie les signaux nerveux. L'acide formique, le même composé que les fourmis de feu déploient, crée la sensation de brûlure prolongée. Ce système de défense a évolué sur des millions d'années dans un seul but: la protection. La même chimie qui éloigne les humains repousse également les insectes et les animaux de pâturage. La plante investit d'énormes ressources biologiques dans ses composés défensifs. Cet investissement protégeait quelque chose d'assez précieux pour en justifier le coût. Les registres monastiques du IXe siècle en Europe documentent quelle était cette valeur. Les moines bénédictins de l'abbaye de Saint-Gall, dans la Suisse moderne, tenaient des plans de jardin détaillés montrant la culture de l'ortie aux côtés d'herbes médicinales. Les moines ne cultivaient pas de mauvaises herbes par accident. Ils cultivaient une source de nourriture qui soutenait les communautés pendant les hivers lorsque les réserves de céréales s'épuisaient. John Gerard a publié son herbier en 1597, documentant les connaissances botaniques anglaises accumulées au fil des générations. Son article sur l'ortie décrit la plante comme étant nourricière au-delà de toute mesure en période de famine. Gerard a noté que les montagnards écossais survivaient aux hivers rigoureux en récoltant des orties dans des vallées abritées lorsque les autres sources de nourriture faisaient totalement défaut. Les archives irlandaises de la Grande Famine de 1845 à 1852 montrent des schémas similaires. Les familles qui connaissaient les méthodes traditionnelles de cueillette incorporaient l'ortie dans des soupes et des bouillies lorsque les récoltes de pommes de terre pourrissaient dans les champs. La plante poussait en abondance dans ces mêmes sols perturbés où des agriculteurs désespérés avaient arraché les cultures ratées en cherchant quoi que ce soit de comestible. Le ministère britannique de l'Alimentation a publié des brochures officielles pendant la Première Guerre mondiale, encourageant les civils à récolter l'ortie sauvage. Les documents archivés au Musée impérial de la guerre à Londres décrivent des méthodes de collecte et des recettes conçues pour compléter les régimes de rationnement. Les botanistes du gouvernement comprenaient que la plante poussant le long des talus de chemins de fer et des cratères de bombes contenait des nutriments que la nourriture importée ne pouvait pas fournir. Les dossiers médico-militaires allemands de la Seconde Guerre mondiale contiennent la documentation la plus détaillée. Les hôpitaux de campagne le long du front de l'Est faisaient face à des pénuries d'approvisionnement chroniques. Les officiers médicaux ont expérimenté avec des sources de nourriture locales pour soutenir le rétablissement des patients. Le docteur Heinrich Vogt, en poste près de Stalingrad en 1943, a observé que les patients recevant une nutrition à base d'ortie présentaient une guérison osseuse plus rapide par rapport au groupe de contrôle. Ces rapports ont voyagé par les canaux médicaux militaires jusqu'aux installations de recherche de Munich et de Berlin. Les analyses de laboratoire ont confirmé ce que l'observation sur le terrain suggérait.
La plante contenait des concentrations de calcium dépassant celles des produits laitiers par des facteurs qui semblaient impossibles pour une espèce sauvage. Les recherches se sont poursuivies jusqu'à ce que les bombardements alliés perturbent l'infrastructure scientifique allemande en 1944. Après la guerre, ces connaissances se sont dispersées sans préservation systématique. Les services de vulgarisation agricole en Europe et en Amérique du Nord ont concentré les efforts de reconstruction sur les méthodes d'agriculture industrielle. Les gouvernements devaient reconstruire rapidement la production alimentaire nationale. Les méthodes industrielles nécessitaient des intrants achetés, des engrais provenant d'usines chimiques, des semences de fournisseurs commerciaux et des équipements de fabricants. Ces achats ont généré une activité économique qui a aidé à financer le redressement d'après-guerre. Les connaissances d'autosubsistance par la cueillette transmises de génération en génération ne généraient aucun revenu pour les fournisseurs agricoles. Les grands-parents qui se souvenaient de quelles plantes sauvages avaient nourri les familles pendant les périodes difficiles ont vu leurs connaissances rejetées comme étant primitives. Leurs petits-enfants ont appris à acheter des légumes emballés dans du plastique sur les étagères des supermarchés. La chaîne de transmission s'est brisée en une seule génération. La plante qui a nourri l'Europe à travers chaque famine a été classée comme une mauvaise herbe nocive, nécessitant d'être éliminée. Les bureaux de vulgarisation de comté ont publié des guides pour l'éradication chimique. Les jardiniers ont pulvérisé des herbicides le long des clôtures où l'ortie apparaissait. La source de nourriture la plus nutritive du monde tempéré est devenue un ennemi à détruire plutôt qu'une ressource à récolter. Mais les preuves scientifiques n'ont jamais disparu. Elles se sont accumulées dans des revues à comité de lecture que la plupart des consommateurs ne rencontrent jamais. Les chercheurs ont continué à analyser la composition de l'ortie en utilisant des méthodes de laboratoire de plus en plus sophistiquées. Les résultats confirment tout ce que les archives historiques suggéraient et révèlent des avantages supplémentaires que les moines médiévaux n'auraient pas pu mesurer. Routot et ses collègues ont publié une analyse nutritionnelle complète dans Hort Science en 2013. Leurs travaux de laboratoire à l'Université du Kentucky ont mesuré la teneur en minéraux des feuilles d'ortie cultivées dans des conditions contrôlées. Les chiffres du calcium ont dépassé les attentes. 481 mg pour 100 g de pois sec. La même mesure pour le lait entier indique 125 mg. Le ratio se calcule à 3,8 fois plus de calcium dans l'ortie que dans le produit laitier que les campagnes de marketing promeuvent comme l'aliment supérieur pour la construction osseuse. La question de la biodisponibilité compte tout autant que la teneur brute. Le calcium enfermé dans des composés chimiques que la digestion humaine ne peut pas décomposer n'offre aucun avantage nutritionnel, quelle que soit sa concentration. Roy Upton a abordé cette question dans la monographie de l'American Herbal Pharmacopoeia publiée en 2013. Son analyse des études d'absorption a montré que le calcium de l'ortie pénètre dans la circulation sanguine avec une efficacité de 40%. Le calcium laitier s'absorbe à 30%. La plante fournit plus de calcium par portion et le corps accède à un pourcentage plus élevé de ce qu'elle fournit. Une tasse d'ortie cuite fournit plus de calcium absorbable que 2 verres de lait. Les mathématiques ne sont pas compliquées. Elles contredisent simplement 50 ans de marketing de l'industrie laitière que la plupart des consommateurs ont accepté sans se poser de questions. Les sceptiques soulèvent une objection évidente. Les gens boivent du lait sous forme liquide. Qui consomme de l'ortie séchée ? La réponse implique la chimie alimentaire de base. Cuire l'ortie dans l'eau pendant 60 secondes neutralise complètement le mécanisme de piqûre. La chaleur dénature les protéines des trichomes et décompose les irritants chimiques. Les légumes verts cuits qui en résultent ont un goût similaire à celui des épinards, avec une saveur minérale légèrement plus forte. Chaque recette traditionnelle à base d'ortie, des Highlands écossais aux hôpitaux de campagne allemands, commence par une brève cuisson qui transforme une mauvaise herbe douloureuse en un légume savoureux. La teneur en protéines a surpris les chercheurs tout autant que les découvertes sur le calcium. Adhikari et ses collègues ont publié une analyse dans Food Chemistry en 2016, documentant une concentration en protéines de 25 à 30% du pois sec. Le contexte donne tout son sens à ce chiffre. Les épinards contiennent 2,9% de protéines. Le chou frisé en contient 4,3%. Le soja, la base des produits protéinés d'origine végétale, en contient 36%. L'ortie s'approche des niveaux du soja tout en poussant comme une mauvaise herbe indésirable plutôt que comme une culture soigneusement entretenue. L'analyse du profil des acides aminés publiée par Rafailovska en 2013 confirme l'exhaustivité nutritionnelle. Le corps humain a besoin de 9 acides aminés essentiels que la chimie interne ne peut pas synthétiser. Ceux-ci doivent provenir de sources alimentaires.
Les produits d'origine animale fournissent généralement des profils d'acides aminés complets. La plupart des aliments d'origine végétale manquent d'un ou plusieurs composants essentiels. Les feuilles d'ortie contiennent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions qui soutiennent la synthèse des protéines humaines sans supplémentation. Les populations médiévales qui ont survécu à la pénurie de protéines grâce à la consommation d'ortie n'ont pas eu de la chance. Elles accédaient à une source de protéines complète que la science moderne de la nutrition ne caractériserait pleinement que 8 siècles plus tard. Les connaissances fonctionnaient. L'explication est venue plus tard. La teneur en fer présente une autre contradiction par rapport à l'éducation nutritionnelle traditionnelle. Chaque enfant qui a regardé des dessins animés dans les années 1970 a appris que les épinards renforcent la force grâce à leur teneur en fer. Popeye pressait des boîtes de conserve et développait des muscles instantanés. L'image persiste dans la mémoire culturelle des décennies après que la science de la nutrition a compliqué l'histoire. Les épinards frais contiennent 2,7 mg de fer pour 100 g. L'ortie contient 1,64 mg pour 100 g à l'état frais. Les chiffres semblent comparables jusqu'à ce que des différences de méthodologie émergent. L'ortie séchée se concentre à 41 mg pour 100 g. Plus important encore, les composés d'oxalate dans les épinards lient les molécules de fer sous des formes que la digestion humaine ne peut pas absorber. Des études montrent que le fer des épinards traverse le système digestif en grande partie intact. L'ortie contient des concentrations d'oxalate plus faibles. Les molécules de fer restent disponibles pour l'absorption dans la circulation sanguine. La valeur nutritionnelle pratique dépend de ce que le corps peut réellement utiliser plutôt que de ce que l'analyse de laboratoire mesure dans des échantillons bruts. La teneur en vitamine K ajoute une autre dimension. Les bases de données centrales sur les aliments de l'USDA montrent que l'ortie fournit 498 microgrammes pour 100 g. Les besoins quotidiens des adultes se situent entre 90 et 120 microgrammes. Une seule portion dépasse les besoins de 400%. La vitamine K permet le dépôt de calcium dans la matrice osseuse. La combinaison d'une teneur élevée en calcium et d'une teneur élevée en vitamine K dans une seule source de nourriture explique la guérison osseuse accélérée que les médecins militaires allemands ont observée chez les patients des hôpitaux de campagne. La question devient évidente une fois que les données s'accumulent. Pourquoi une plante que les humains classent comme une mauvaise herbe sans valeur contient-elle plus de nutriments que les cultures que les agriculteurs cultivent avec soin et que les consommateurs paient au prix fort pour acheter ? La réponse implique la pression évolutive et l'histoire agricole. Les plantes sauvages font face à des défis de survie constants. Les insectes attaquent les feuilles, les animaux broutent les tiges, les agents pathogènes envahissent les tissus. La survie nécessite un investissement dans des composés défensifs et des nutriments concentrés qui soutiennent la réparation rapide des tissus. Les plantes qui ne peuvent pas se défendre et guérir rapidement ne se reproduisent pas avec succès. La sélection naturelle sur des millions d'années a concentré les composés bénéfiques dans les espèces qui ont survécu. Les cultures agricoles font face à des pressions de sélection différentes. Les humains ont choisi des plantes pour des caractéristiques qui profitaient aux agriculteurs et aux marchands plutôt qu'aux consommateurs. Des fruits plus gros attiraient les acheteurs sur les marchés, des saveurs plus douces plaisaient au palais habitué au sucre, des peaux durables survivent au transport sur de longues distances, des graines qui germaient uniformément simplifiaient les calendriers de plantation. Aucun de ces critères de sélection n'était corrélé à la densité nutritionnelle. Des chercheurs de l'Université du Texas ont publié des résultats dans le Journal of the American College of Nutrition, documentant le déclin des nutriments dans les produits commerciaux sur 50 ans. Les tomates modernes contiennent 60% de vitamine C en moins que les variétés cultivées en 1950. La teneur en calcium du brocoli a chuté de moitié. Les cultures qui remplissent les étagères des supermarchés ont l'air impressionnantes et ont un goût acceptable tout en offrant une valeur nutritionnelle diminuée à chaque décennie qui passe. L'ortie n'a jamais subi de sélection commerciale. Aucune entreprise semencière n'a sélectionné de variétés pour la distribution en supermarché. Aucun service de vulgarisation agricole n'a promu de méthodes de culture optimisées pour la récolte mécanique. La plante a conservé sa densité nutritionnelle d'origine, car aucune force économique n'existait pour l'éliminer par croisement. La même caractéristique qui a empêché la commercialisation a préservé la valeur nutritionnelle que les cultures commerciales ont perdue. Greger et Landberg ont publié des recherches dans Environmental Pollution en 2015, démontrant des capacités supplémentaires de l'ortie. La plante accumule les métaux lourds des sols contaminés grâce à un processus appelé phytoremédiation.
Le zinc et le cuivre se concentrent dans les tissus racinaires tout en restant absents des feuilles comestibles. L'ortie prospère dans les sites perturbés et pollués, précisément parce qu'elle a développé des mécanismes pour traiter les contaminants du sol qui empoisonnent les autres végétaux. Cela explique pourquoi l'ortie apparaît en abondance dans les terrains vagues, les anciens sites industriels et les bords de route où les gaz d'échappement des voitures se sont déposés pendant des décennies. La plante pousse là où l'agriculture a dégradé les terres, car sa biologie gère des conditions que les cultures agricoles ne peuvent pas tolérer. La désignation de mauvaises herbes reflète l'incapacité humaine à reconnaître l'adaptation comme précieuse plutôt qu'une quelconque déficience de la plante elle-même. Vogel et Hartel ont publié des recherches agricoles dans l'American Journal of Alternative Agriculture en 2023, documentant le potentiel de production. La biomasse de l'ortie atteint 10 à 15 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ce rendement dépasse celui de la luzerne que les agriculteurs cultivent comme la référence absolue pour la production de biomasse. L'ortie atteint ces chiffres sans apport d'engrais azotés, car la plante accède à l'azote du sol par des mécanismes qui font défaut aux cultures domestiquées. Di Virgilio et ses collègues ont confirmé les caractéristiques d'établissement dans Industrial Crops and Products en 2015. Les graines germent en 10 à 14 jours dans des conditions standards. Les plantes atteignent une taille récoltable 8 semaines après l'émergence. Les systèmes racinaires persistent 5 à 7 ans une fois établis. Une seule plantation produit des récoltes continues sur plusieurs saisons de croissance sans coût de replantation ni préparation annuelle du sol. L'économie de la culture frise l'absurdité. Les suppléments de calcium commerciaux coûtent 15 à 30 $ par mois pour les consommateurs qui en prennent quotidiennement. Les dépenses annuelles atteignent 180 à 360 $ par an pour un seul minéral qui pousse librement dans les conditions d'un jardin. Les achats de lait pour un apport équivalent en calcium coûtent environ 180 $ par an au prix de détail actuel. La plante qui fournit un calcium supérieur à un coût continu de 0 pousse plus vite que les jardiniers ne peuvent la récolter. L'établissement nécessite un investissement minimal. Les divisions de racines provenant de parcelles existantes ne coûtent rien si vous connaissez quelqu'un prêt à partager. Les pépinières en ligne vendent des plantes de départ pour 8 à 12 $. Les paquets de graines contenant des centaines de graines se vendent au détail pour 3 à 5 $. Une parcelle de 10 pieds carrés produit 20 livres ou plus de légumes verts frais par an une fois établis. Les magasins de produits de santé naturelle fixent le prix de l'ortie séchée entre 12 et 18 $ la livre. La parcelle de jardin génère 200 $ ou plus en valeur de détail équivalente à partir de plantes qui ne nécessitent aucun engrais et aucune irrigation au-delà des précipitations naturelles. Le choix du site suit des principes simples. L'ortie tolère des conditions qui tuent les légumes commerciaux. L'ombre partielle où le gazon a du mal à pousser devient l'habitat idéal de l'ortie. Les coins mal drainés où l'eau s'accumule après la pluie créent exactement les conditions humides que la plante préfère. Les endroits qui frustrent les jardiniers conventionnels deviennent des parcelles d'ortie productives sans amendement du sol ni amélioration du drainage. La technique de plantation ne nécessite aucune connaissance particulière. Les divisions de racines espacées de 12 pouces et recouvertes de 2 pouces de profondeur s'établissent en quelques semaines. Arroser une fois après la plantation, puis ignorez-la complètement. La plante a évolué pour survivre sans l'aide humaine. Fournir une attention minutieuse n'offre aucun avantage et gaspille des efforts de jardinage mieux dirigés ailleurs. La première récolte commence lorsque les plantes atteignent 12 pouces de haut. Coupez les 4 à 6 pouces supérieurs de chaque tige à l'aide de ciseaux ou d'un sécateur. La piqûre se neutralise dans les secondes qui suivent la coupe car les trichomes perdent leur pression hydraulique. Manipuler de l'ortie fraîchement coupée à main nue ne cause aucun inconfort après 30 secondes d'exposition à l'air. Les gants offrent un confort psychologique, mais aucune nécessité pratique pour le matériel récolté. La préparation pour la consommation prend 60 secondes. Plongez l'ortie coupée dans de l'eau bouillante. Attendez 1 minute. Retirez et égouttez. La chaleur détruit les composés urticants complètement et de façon permanente. L'ortie cuite se conserve au réfrigérateur pendant 1 semaine ou au congélateur pendant 6 mois. L'ortie séchée se conserve indéfiniment dans des récipients hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité. Les recettes traditionnelles couvrent toutes les traditions culinaires européennes. La soupe aux orties écossaise combine les légumes verts avec des pommes de terre et des oignons dans un bouillon copieux. Le risotto aux orties italien substitue les feuilles aux épinards avec une saveur minérale plus forte. Les boulettes aux orties allemandes mélangent des feuilles blanchies dans une pâte de pommes de terre avant de les faire bouillir.
Chaque recette qui nécessite des épinards cuits accepte la substitution par l'ortie avec un apport nutritionnel amélioré. Les applications modernes s'étendent au-delà de la cuisine traditionnelle. La poudre d'ortie s'ajoute au smoothie sans changement de saveur détectable. Les feuilles séchées s'infusent en thé, qui fournit une supplémentation minérale sous forme buvable. Les capsules remplies de poudre d'ortie séchée reproduisent le modèle de l'industrie des suppléments en utilisant la production de jardin plutôt que la fabrication en usine. Une récolte continue tout au long de la saison de croissance ne nécessite que des coupes répétées. Chaque récolte stimule la repousse à partir du système racinaire. Les plantes coupées au début du printemps produisent de nouvelles pousses en 2 semaines. Couper toutes les 3 à 4 semaines maintient une production constante de la dernière gelée à la première gelée. Une seule parcelle établie fournit de l'ortie fraîche pendant 8 mois et de l'ortie séchée pour les 4 mois restants. Le médecin militaire allemand, dont les découvertes ont disparu dans les archives, n'a pas eu accès à des connaissances secrètes. Il a été confronté au désespoir qui a forcé l'attention sur les ressources poussant librement autour des infrastructures détruites. Les mêmes conditions existent aujourd'hui sous une forme différente. La hausse des prix des suppléments et le déclin de la nutrition des produits agricoles créent des circonstances où la redécouverte des connaissances traditionnelles offre un avantage pratique. Les services de vulgarisation agricole n'ont aucune incitation commerciale à promouvoir des plantes qui poussent sans intrants achetés. Les structures de financement qui soutiennent l'éducation publique sur l'agriculture sont directement liées aux entreprises vendant des semences, des engrais et des équipements. La culture de l'ortie ne génère aucun revenu pour ses fournisseurs. Les connaissances restent enfouies non pas par complot, mais par des structures économiques qui récompensent certaines informations et en ignorent d'autres, quelle que soit leur valeur pour les consommateurs. Les recherches évaluées par des pairs se trouvent dans les bibliothèques universitaires accessibles à quiconque est prêt à chercher. Les archives historiques remplissent des dépôts ouverts à l'accès public. Les plantes poussent le long des routes, dans les terrains vagues et aux abords des parkings à travers le monde tempéré. Chaque jardinier qui arrache l'ortie et la met en sac pour la jeter élimine la source de nourriture la plus riche en calcium qui pousse dans son climat. Les moines de Saint-Gall avaient compris quelque chose que les consommateurs modernes ont oublié. Les soldats dans les hôpitaux de campagne ont redécouvert quelque chose que la prospérité du temps de paix a obscurci. La science confirme ce que les connaissances traditionnelles ont préservé. La nourriture la plus nutritive ne nécessite aucun achat, aucune culture et aucune attention au-delà de la reconnaissance de sa valeur, là où l'agriculture industrielle nous a appris à ne voir que des mauvaises herbes. Abonnez-vous à Secrets Beneath Nature et regardez la vidéo suivante pour découvrir ce qui pousse librement d'autres et que l'on vous a appris à détruire.